Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Dicehall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu Rome, un jeu édité en 2019 chez Red Raven Game après une campagne Kickstarter. Ça nous vient de l'auteur Ryan Lockett qui a aussi fait tout le visuel à l'intérieur du jeu. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs et les parties vont durer de 30 à 45 minutes. Le but du jeu va être de marquer le plus de points de victoire en découvrant des aventuriers perdus pour les joindre à notre cause. C'est un jeu de contrôle de majorité où les joueurs vont placer des marqueurs d'exploration sur la carte pour aller essayer de gagner les majorités sur les différentes cartes et ainsi gagner le personnage qui se cache en arrière des cartes. On peut aussi avoir des enchères pour régler les égalités pour savoir qui va gagner les cartes. C'est aussi un jeu de construction d'une main de carte, donc à chaque fois qu'on va gagner un nouveau personnage, on va pouvoir l'utiliser dans la partie pour pouvoir aller en chercher d'autres et essayer de gagner la majorité sur d'autres territoires. Alors, Rome, je vous montre comment on joue, ensuite je vous dis ce que j'en pense, et comme on est lundi, on va lancer notre concours du lundi pour remporter une copie du jeu. On va installer une partie pour 3 joueurs. Premièrement, on va mélanger les cartes territoire pour se former une pioche. Et par la suite, on va piocher les 6 premières cartes. On va les placer de façon aléatoire pour former le plateau de départ en prenant soin de placer les petites bannières vers l'extérieur de la carte. Chaque joueur va recevoir de sa couleur ces 3 cartes de départ qu'on peut identifier avec les bannières dans le bas des cartes. Et on va aussi recevoir nos marqueurs d'exploration de notre couleur. Chacun des joueurs devra se placer d'un côté du plateau. Donc l'orientation dans laquelle on est placé par rapport au plateau va être importante quand on va jouer les effets de nos cartes personnages. On va se faire une réserve avec les jetons de pièces et par la suite, on va déterminer les premiers joueurs en distribuant des aides de jeu aux joueurs. Et un des aides de jeu va être indiqué premier joueur. Donc ce joueur sera le premier joueur au début de la partie. Les joueurs 2 et 3 vont commencer respectivement avec une pièce d'or. Et si jamais on avait un 4e joueur, il commencerait avec 2 pièces. Pour cette vidéo d'explication, je vais inclure 2 des 3 variantes du livret d'instructions pour complexifier un peu la partie. Je vous suggère d'utiliser ces 2 variantes dès vos premières parties. La première est la variante de l'avant-poste, donc on va placer la carte de l'avant-poste sur la table et le joueur qui réussira à faire la condition indiquée par la carte pourra la réclamer pour marquer 3 points de victoire en fin de partie. La deuxième variante est la variante des artefacts. Donc on va faire une pioche avec les tuiles d'artefacts et on va révéler 4 tuiles sur la table qui seront les 4 tuiles que les joueurs pourront acheter en début de partie. Les tuiles d'artefacts vont coûter de l'or mais vont donner des points de victoire à la fin de la partie en plus de nous donner un pouvoir qu'on pourra utiliser tout au long de la partie. Une partie de Rome se joue à tour de rôle. À leur tour, les joueurs vont utiliser une de leurs cartes personnages pour aller placer des marqueurs d'exploration selon le schéma inscrit sur la carte et selon l'orientation dans laquelle on est placé devant le plateau. On va pouvoir placer des marqueurs pour aller gagner des pièces d'or, mais aussi pour essayer d'être majoritaire sur les différentes cartes de territoire pour gagner les personnages qui se trouvent derrière, qui vont nous donner des points de victoire et qui vont nous donner d'autres schémas qu'on pourra utiliser pendant la partie pour aller réclamer de plus en plus de cartes. On va continuer la partie jusqu'à temps qu'un joueur atteigne 10 cartes devant lui, incluant les 3 cartes de départ. À ce moment-là, ça va déclencher la fin de la partie. On va terminer la ronde en cours pour que tous les joueurs aient joué le même nombre de tours. Et par la suite, on va passer au décompte final des points. Le joueur qui aura marqué le plus de points avec ses cartes de personnage ainsi que ses tuiles d'artefacts sera déclaré vainqueur. Commençons donc la partie par le joueur rouge qui est premier joueur. Il va donc activer un de ses personnages qui est face visible pour aller placer des marqueurs d'exploration sur le plateau pour essayer de gagner des majorités sur les cartes de territoire et gagner des pièces d'or. Donc je vais décider d'utiliser ce personnage-là. On va donc le retourner face cachée et ensuite on va aller placer des marqueurs d'exploration en suivant le schéma, en suivant l'orientation dans laquelle on est placé par rapport au plateau. Donc je ne peux pas tourner la figure des marqueurs d'exploration, je vais la prendre dans le sens que
qu'elle est présentement. Donc je pourrais la placer comme ça et comme ça. Et comme j'ai recouvert 4 symboles de pièces, on va gagner 4 pièces d'or qu'on va pouvoir placer dans notre réserve personnelle. Lorsqu'on place des marqueurs d'exploration sur le plateau, on a quelques règles de placement à respecter. Premièrement, il faut que tout le schéma au complet soit placé sur le plateau. On ne peut pas faire dépasser des cases à l'extérieur du plateau pour pouvoir utiliser seulement certaines cases de notre schéma. À moins d'avoir des cases pointillées, donc des cases vides, à ce moment-là, on peut les ignorer et seulement prendre les cases pleines. On ne peut pas aussi placer de marqueurs dans une case qui a présentement un marqueur, donc un maximum d'un marqueur par case sur le plateau. Mais on pourrait utiliser un schéma qui a déjà des cases d'occupées sur le plateau pour aller chercher les cases qui sont vides autour. Par exemple, le joueur jaune pourrait prendre le schéma qui est ici pour aller prendre les 2 cases là. Et l'autre case qui est déjà occupée, à ce moment-là, il ne placera pas de marqueur. Donc il placerait seulement 2 marqueurs en jouant ce schéma-là à cet endroit-là. À la fin de son tour, le joueur rouge peut décider de dépenser des pièces pour aller s'acheter un des artefacts qui est face visible sur le plateau. Donc je pourrais dépenser 3 pièces de ma réserve pour aller m'acheter la pioche que je vais placer dans ma zone de jeu, que je vais pouvoir utiliser en la retournant de l'autre côté pour utiliser le pouvoir. Et en plus, elle va me donner un point de victoire à la fin de la partie. Un joueur peut seulement acheter une seule tuile d'artefact dans un tour de jeu et lorsqu'on en a acheté une, on va la remplacer par la prochaine tuile de la pioche pour qu'il y en ait 4 de disponibles pour le prochain joueur. On passerait donc au tour du joueur jaune qui va utiliser un personnage, qui va aller placer des marqueurs d'exploration. Donc je pourrais les placer ici, ici et là en suivant l'orientation. J'ai couvert 2 symboles de pièces, donc on va gagner 2 pièces pour aller placer dans notre réserve. Et je pourrais acheter cette carte-là pour 3 pièces, mais je décide de garder mes pièces d'or pour m'acheter soit un artefact plus gros ou les conserver. Mon joueur bleu va utiliser ce personnage-ci pour aller placer 3 marqueurs d'exploration ici, ici et là. Il a recouvert 2 pièces d'or, donc il va prendre 2 symboles de pièces et les ajouter dans sa réserve personnelle. On revient au joueur rouge qui va décider d'utiliser ce personnage pour aller placer 2 marqueurs d'exploration. Je vais en placer un ici et un ici. Je vais recouvrir un symbole de pièce. Je vais gagner une pièce. Et là, à la fin de mon tour, lorsqu'une carte est complète, donc il y a 6 marqueurs d'exploration sur une carte, on va aller regarder qui a la majorité pour savoir qui va gagner le personnage qui se cache sous cette carte territoire. Le joueur bleu a 3 jetons d'exploration sur la carte, le joueur rouge en a 2 et le joueur jaune seulement 1. Donc le joueur bleu serait celui qui est majoritaire, qui va donc remporter cette carte. On va donc retirer les marqueurs de tous les joueurs, on va les remettre dans nos réserves respectives. Ensuite le joueur bleu va prendre la carte, va la retourner du côté personnage et va la placer dans sa zone de jeu, personnage face visible, donc il pourra l'utiliser dans les tours de jeu suivants pour accomplir le schéma de ce nouveau personnage. On va ensuite placer la prochaine carte territoire pour la remplacer. On peut voir de l'autre côté qu'il y a le personnage avec ce schéma-là et on voit aussi la valeur de points de ce personnage à la fin de la partie. Le joueur jaune et le joueur rouge avaient chacun des marqueurs d'exploration sur la carte qui vient d'être gagnée. À ce moment-là, ils vont gagner une pièce chacun. Peu importe le nombre de marqueurs qu'on avait, on gagne seulement une pièce en compensation. On passe ensuite au personnage jaune qui va aller placer 2 marqueurs d'exploration, un ici, pour aller réclamer 2 pièces d'or. On commence à avoir beaucoup de pièces, on peut essayer de vouloir s'acheter des artefacts qui valent très cher, donc on va économiser nos pièces encore. On revient au joueur bleu qui va décider d'utiliser son nouveau personnage qu'il vient de gagner, donc il va retourner de l'autre côté, il va aller placer un jeton ici, un jeton là. Et par la suite, on voit qu'il y a une case blanche, donc une case pointillée vide. Lorsqu'on a une case pointillée vide, on peut décider de payer 2 pièces d'or pour pouvoir aller faire cette case-là. Donc il pourrait placer 3 jetons en payant 2 pièces pour faire sa case vide. Comme il a mis des jetons sur 2 pièces d'or, il va regagner 2 pièces d'or par la suite. Mon joueur rouge va décider de jouer son personnage. Ici, il ne payera pas la case blanche, donc il va aller placer seulement un jeton. On va le placer ici pour gagner une pièce d'or pour mettre fin à son tour de jeu. Je vais utiliser le pouvoir de ma pioche qui me permet de gagner une pièce d'or supplémentaire. On va la retourner face cachée et on va gagner une pièce d'or à ce moment-là. Il y a 6 pouvoirs différents pour les tuiles d'artefacts. Donc la pioche, on avait déjà vu son pouvoir qui me permet de gagner une pièce d'or lorsqu'on va la retourner de l'autre côté. On a ensuite ici le chapeau qui me permet lui d'aller placer une case vide sans payer les 2 pièces normalement qu'on paierait pour aller placer un marqueur sur une case vide d'une carte
personnage. On a ensuite les armes qui nous permettent d'aller remplacer un cube sur notre schéma, un cube adverse par un des nôtres lorsqu'on va jouer un schéma et qu'on va utiliser cet artefact. On a ensuite celui-ci qui nous permet de retourner une carte face cachée, face visible, ou qui nous permet de retourner une face visible, face cachée pour provoquer un repos plus rapidement. On a ensuite ce symbole qui nous permet de glisser un marqueur d'exploration sur le plateau de façon orthogonale. Donc on peut glisser un marqueur qui nous appartient ou qui appartient à un autre joueur. Et on a cet artefact qui nous permet de retourner de 90 degrés le schéma qu'on veut utiliser avec une carte de personnage. Mon joueur jaune va utiliser son dernier personnage, va décider de payer 2 pièces d'or pour utiliser la case blanche. Donc on va retirer 2 pièces d'or. Il va pouvoir placer 2 marqueurs sur le plateau. On va les placer ici et là. Et il va regagner 1 pièce d'or. Mon joueur bleu va jouer son personnage ici. Il va aller placer un seul marqueur. Il ne payera pas la case vide. Donc il va faire 1 pièce d'or. Lorsqu'on revient au joueur rouge, tous ces personnages sont épuisés. À ce moment-là, il va se reposer automatiquement. Donc, il va remettre face visible tous ses personnages. Et même chose avec ses tuiles d'artefacts, il va les remettre face visible. Donc, on pourra les réutiliser de nouveau. Et ensuite, il va faire son tour de jeu comme normal. Donc, je vais décider d'aller utiliser ce personnage-là pour aller terminer la carte qui est ici. Et on voit qu'on va avoir une triple égalité. Donc, j'ai 2 jetons pour le joueur rouge, 2 jetons pour le joueur bleu et 2 jetons pour le joueur jaune. Alors à ce moment-là, pour déterminer celui qui va gagner la carte, on va aller effectuer une enchère avec nos pièces d'or. On va commencer l'enchère avec le joueur qui vient de déclencher cette égalité. Donc c'est le joueur rouge qui est le joueur actif. On a seulement droit chacun à une mise et on peut commencer la mise à 0 pièce. Mais disons ici que mon joueur rouge va commencer en mettant 1 pièce d'or. Par la suite, le joueur jaune peut décider de renchérir, donc d'aller plus haut qu'une pièce d'or ou de passer son tour tout simplement. Il va décider de monter la mise à 3 pièces et le joueur bleu, lui, va décider de simplement passer son tour. Donc le joueur jaune va remporter la mise, donc il sera le seul à dépenser ses pièces pour l'enchère, mais il va gagner la carte. Donc on va retirer les marqueurs comme d'habitude et on va pouvoir donner la compensation aux joueurs. Donc le joueur bleu va faire 1 pièce d'or, le joueur rouge va faire 1 pièce d'or parce qu'ils avaient des jetons sur cette carte et notre joueur jaune va gagner ce personnage dans sa zone de jeu et on va remplacer par une nouvelle carte de territoire. On revient au tour du joueur jaune qui pourrait utiliser son nouveau personnage, mais s'il le souhaite, il peut aussi provoquer un repos. Donc pour provoquer un repos, il nous reste des personnages face visible. On va payer 1 pièce d'or par personnage encore visible et à ce moment-là, on va se reposer. Donc on va retourner tous nos personnages et par la suite, il va pouvoir jouer n'importe quel de ces personnages pour faire son tour de jeu comme normal. Si pendant la partie, un joueur réussit à entourer complètement le marqueur d'exploration d'un joueur avec des marqueurs de sa couleur, il va pouvoir réclamer la carte d'avant-poste, la placer dans sa zone de jeu et elle lui rapportera 3 points de victoire à la fin de la partie. Une fois qu'on a réussi à réclamer cette carte, on ne peut plus la perdre jusqu'à la fin de la partie. La partie va se continuer, on va enchaîner les tours de jeu jusqu'à temps qu'un joueur réussisse à avoir 10 cartes personnages dans sa zone de jeu, incluant ses 3 personnages de départ. À ce moment-là, on va finir la ronde en cours pour que tous les joueurs aient joué le même nombre de tours de jeu et on va passer au décompte final des points. Les cartes de départ ne rapportent pas de points, mais toutes les cartes territoires qu'on a gagnées pendant la partie vont rapporter des points. On va donc additionner toutes ces valeurs ensemble, plus les valeurs de nos tuiles d'artefacts qu'on a achetées pendant la partie, plus la valeur indiquée sur la carte d'avant-poste si on a réussi à la réclamer. Et tout ça ensemble va faire notre total de points et celui qui aura le plus haut total sera déclaré vainqueur. Si jamais on a une égalité, c'est le joueur qui a le plus de pièces en sa possession qui va départager l'égalité. Sinon, on aura une victoire partagée. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Rome. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Rome? Premièrement, on va regarder les côtés positifs. C'est un jeu qui se passe dans le même univers que tous les autres jeux de Red Raven, donc dans le même univers que Above and Below, Near and Far, City of Iron, Ironbound, c'est tous des jeux que j'aime beaucoup. C'est un univers que j'aime vraiment bien, puis je trouve ça le fun qu'ils fassent plein de jeux différents dans le même univers. Quand on voit les personnages, ben, on les reconnaît, on les a déjà vus dans ces autres jeux-là. Donc c'est le fun de voir aussi toutes les races qui reviennent tout le temps, le robot, les espèces de lézards. Donc c'est le fun de revoir ces races-là qu'on a vues dans d'autres jeux qu'on aime beaucoup. Encore une fois,
Ryan Lockett qui fait lui-même les illustrations dans ses jeux, donc c'est encore une fois très magnifique, aussi beau que dans tous les autres. Côté matériel, c'est encore une fois très bien, donc les espèces de jetons, de marqueurs là, qui sont en bois, qui sont très beaux, qui sont très gros aussi. C'est assez évident quand ils sont placés sur le plateau. Les cartes aussi, c'est de la bonne qualité, les tuiles, même affaire, donc vraiment une belle petite production dans cette boîte-là. Un jeu extrêmement simple, donc tu joues une carte personnage, tu places des marqueurs sur le plateau selon cette configuration-là. Tu n'as même pas à te casser la tête, là, tu peux pas la tourner dans les autres sens, fait que tu la places dans le sens où tu es placé. Puis tu vas réclamer des pièces d'or s'il y a des pièces en dessous, sinon tu essaies juste de gagner les majorités sur les cartes pour pouvoir gagner ces cartes de personnages-là qui valent des points, mais qui te donnent aussi des nouveaux schémas que tu vas avoir accès et que tu vas pouvoir réutiliser pendant la partie. Extrêmement simple, je vous suggère de mettre les variantes des artefacts dès vos premières parties. Je ne jouerais pas sans cette variante-là. On dirait qu'il manquerait quelque chose. La variante de l'avant-poste, ben, ça fait juste rajouter un genre d'objectif que quelqu'un peut faire pendant la partie. Fait que je trouve ça intéressant de l'ajouter aussi. On a même une troisième variante qui est proposée qui nous permet d'avoir jusqu'à 2 jetons d'exploration sur la même case. Donc à ce moment-là, on place les 2 jetons un par-dessus l'autre et quand on fait le décompte des majorités, ben là on compte tous les jetons qui sont placés, même ceux qui sont en dessous. Donc ça peut rajouter un petit peu de profondeur ou un peu plus de stratégie si on y va avec ça. Il va y avoir peut-être un peu plus d'interaction puis un peu plus d'agressivité dans le jeu si on essaye cette variante-là. Mais elle, je pense qu'elle n'est pas nécessaire comparativement aux deux autres. Donc je ne jouerai pas au jeu sans les artefacts, sans l'avant-poste. Je pense que c'est des choses qu'on devrait toujours intégrer dans le jeu. Parce que si on enlève ces variantes-là, le jeu devient vraiment très simple. Ça reste vraiment juste le contrôle de la majorité. Donc ça devient très basique. Je trouve même que ça devient trop basique. On dirait qu'il manque de quoi dans le jeu. Même avec les artefacts, même avec les variantes. On dirait qu'on joue puis c'est pas satisfaisant. On dirait qu'il manque quelque chose. Il manque des éléments. On aurait voulu plus de mécaniques de mélanger, peut-être une mécanique de plus que d'avoir juste le contrôle de majorité. On a l'impression qu'il manque de quoi. Puis les cartes de personnages, oui, on les gagne, on les utilise, mais ça nous donne un schéma qui est souvent plus gros, qui a plus de cases vides que tu peux acheter de l'argent. Ça rajoute des options, mais c'est quand même juste un schéma de plus. Il n'y a rien qui se réinvente. Puis j'ai trouvé qu'à 4 joueurs, le jeu devient un peu long, un peu répétitif à longue de justement utiliser ces affaires-là. Donc, quand même un jeu qui a quand même beaucoup de petits défauts pour un petit jeu qui est censé être court, qui devrait durer une demi-heure parce que quand ça dure plus que ça, ben on dirait que justement ça devient juste répétitif, on refait les mêmes schémas tout le temps, puis ça roule comme ça. Donc, on dirait qu'il manque un petit quelque chose à l'intérieur de ce jeu-là. Je vais lui donner une note de C+. Donc pour moi, un jeu qui est correct, un jeu qui m'a peut-être déçu un petit peu au niveau de la profondeur. J'aurais voulu peut-être avoir plus de mécanique. Oui, c'est un univers que j'aime beaucoup, le visuel et tout ça, mais on dirait qu'il manque de saveur comparativement à tous les prédécesseurs qu'il y a eu dans cet univers-là, qui sont beaucoup plus riches au niveau mécanique, au niveau gameplay, qui nous embarquent encore plus dans cet univers-là. On dirait que celui-là, il tombe un petit peu flat pour moi, puis je m'attendais peut-être à quelque chose de plus gros, de quelque chose de plus intéressant côté gameplay. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi, on va donc lancer notre concours du lundi pour remporter une copie de Rome. Avant de vous annoncer comment participer, on va annoncer le gagnant de la semaine dernière, notre concours du lundi. On faisait tirer le jeu Encore de Space Cowboys et notre gagnant pour Encore est Arnaud Gauthier, Gauquier. Donc Arnaud Gauquier, félicitations. Tu peux nous écrire à professeurboardgame@gmail.com pour nous envoyer tes coordonnées, qu'on puisse t'envoyer ton prix. Pour cette semaine, pour participer à notre concours, pour gagner une copie de Rome, c'est très simple. Vous n'avez qu'à répondre à la question du jour en commentaire YouTube sous la vidéo. La question du jour est la suivante. Quel est votre illustrateur favori dans les jeux de société? Donc, vous nous laissez la réponse en commentaire YouTube sous la vidéo pour participer. Et on vous laisse jusqu'à dimanche prochain, donc dimanche le 29 décembre 2019 pour participer. Donc dernier concours de l'année 2019. Et on vous laisse jusqu'à midi heure de l'Est. Si jamais vous êtes nos supporters Patreon pour 5$ et plus, vous avez une participation automatique au concours. Et si vous participez en commentaire, vous aurez une deuxième chance de remporter une copie de Rome. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, vous pouvez le faire en cliquant notre petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Et vous pouvez venir nous encourager sur notre page Patreon. Je vous souhaite une excellente fin de journée, continuez de gamer et passez un bon temps des fêtes.